Bonjour à toutes et à tous qui êtes derrière vos écrans. On sait qu'il y a Eric, Christelle déjà là, et puis d'autres encore, mais j'ai pas vu les noms. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question d'actualité qui est peut-on renforcer le tissu social par la fraternité? Et pour ça, on a plusieurs intervenants encore de qualité. Karine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bonjour à toutes et tous. Alors que la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme vient de s'achever, le rendez-vous Société va tenter ce soir de revenir sur ces sujets. Alors, la France est-elle plus raciste aujourd'hui qu'hier? Comment favoriser l'intégration de toutes et tous sur le territoire? Les phénomènes de radicalisation mettent-ils en péril la cohésion sociale? L'actualité récente nous livre des chiffres qui sont relativement et très inquiétants. Le nombre de faits à caractère antisémite a augmenté de 74% en 2018, passant de 311 faits en 2017 à 541 en 2018. Et depuis le début de l'année, ce sont 130 cas nouveaux de racisme et d'antisémitisme à l'école qui ont été signalés. C'est pourquoi nous avons décidé donc de nous intéresser à comment renforcer le tissu social par la fraternité. Et donc nous avons 4 intervenants, mais tu peux nous en dire plus, Benoît? Une présentation très rapide. On aura d'abord Carole Reynaud-Paligot, qui est une historienne, qui nous expliquera quelles sont les évolutions du racisme dans le passé et dans le présent. Les deux autres intervenants sont des sociologues, Stéphane Beau et Laurent Bonelli. Ils nous expliqueront les réussites et les échecs de l'intégration. Et on terminera par une autre historienne, Valérie Higounet, qui, elle, nous expliquera en quoi consiste l'antisémitisme aujourd'hui en France et plus particulièrement en quoi consiste le négationnisme. Voilà les 4 intervenants et intervenantes. Alors avant d'écouter avoir toutes nos réponses et d'écouter nos sociologues, chercheurs, chercheuses et historiens, on va commencer par notre traditionnelle chronique. Karine, laquelle? Oui, notre récapitulatif en images des derniers articles en ligne du secteur société. Allez, c'est maintenant. Citoyenneté, solidarité. Semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. L'UNSA Éducation est engagée dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle appelle ses militantes et militants à se mobiliser lors de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Liberté. L'UNSA Éducation s'associe à l'appel d'Amnesty International afin que Nasrin Sotoudeh soit libérée immédiatement et sans condition. Égalité femmes-hommes. Depuis sa création, l'UNSA Éducation a fait de l'égalité femmes-hommes une de ses priorités. Vous pouvez retrouver tous nos articles concernant ce sujet dans notre récapitulatif 2018 ou dans notre rubrique Égalité femmes-hommes. Depuis plus d'1 an, nous interviewons expertes et experts pour nous éclairer sur le sujet. Retrouvez notre récapitulatif des thèmes abordés, des interviews et des vendredis lectures qui sont à voir et à revoir sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation. Non à l'extrême droite. Quel que soit le résultat des négociations en cours pour constituer un nouveau gouvernement en Estonie, ce succès électoral ne peut que nous inquiéter. L'enracinement des partis populistes d'extrême droite en Europe risque d'entraîner un recul des droits fondamentaux de toutes et tous. C'est pourquoi l'UNSA Éducation est mobilisée pour contrer la menace de l'extrême droite en France comme en Europe. Développement durable. L'ONU vient de publier son 6e rapport sur l'avenir de l'environnement mondial. Le constat est sans appel, notre vie à toutes et tous est directement menacée par les pollutions et les atteintes de l'environnement causées par l'humanité. L'UNSA le répète, la lutte contre le réchauffement climatique et pour une transition écologique socialement juste est un impératif. C'est pourquoi l'UNSA Éducation a appelé ses militantes et militants à marcher pour le climat le 16 mars. C'était la journée internationale du bonheur et l'idée est loin d'être saugrenue. L'UNSA Éducation revient sur cette journée qui s'inscrit dans la même démarche que notre manifeste Oxygène, dont la volonté est de laisser la place à l'imagination et à l'optimisme pour penser l'avenir différemment. Et nous revoici. Donc après ce récapitulatif des articles, on va avoir notre première interview. Benoît, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, Carole Reynaud-Paligot est historienne et elle est enseignante à l'université de Bourgogne et elle est chercheure associée au Centre d'histoire du 19e siècle de Paris-Sorbonne. Elle a beaucoup travaillé sur le racisme dans l'histoire et du coup on lui a posé quelques questions sur les répercussions du racisme aujourd'hui. Et donc maintenant,
Alors avant, une petite précision, on a eu quelques petits problèmes techniques pour cette interview. On ne pouvait pas la faire en direct, on l'a fait en différé par Skype, etc. Ce qui expliquera une image un peu floutée, un son. Donc tendez vraiment bien l'oreille pour écouter ces réponses. Effectivement, vous verrez, l'image est peut-être de qualité moyenne, mais ce qui est dit est très intéressant. Et donc, vous allez voir tout de suite l'interview de Carole Reynaud-Paligot. Bonjour Carole Reynaud-Paligot. Bonjour. Une première question un peu provocatrice, mais est-on plus raciste aujourd'hui qu'hier ? Alors, il faut commencer peut-être par dire que la mesure du racisme, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas facile. Concernant les actes, on a des statistiques de la police, de l'éducation nationale aussi, mais le problème c'est que ces actes, ces déclarations sont sous-estimées, puisque toutes les victimes de racisme ne vont pas aller se présenter auprès d'un commissariat de police et porter plainte, etc. Donc une sous-estimation des actes, premier problème. Et concernant les propos ou les sentiments racistes, là c'est aussi difficile à mesurer. Alors on en a des enquêtes sociologiques qui nous permettent, comme l'enquête Trajectoire et origine de l'INED, d'interroger 22 000 immigrants et descendants d'immigrants. Ou alors on a des enquêtes par sondage, c'est ce qui est fait notamment par la CNCDH, qui depuis les années 1990, chaque année au mois d'avril, publie un rapport et qui s'appuie donc sur une enquête du CEVIPOF de Sciences Po Paris basée sur la méthode des sondages. Bon, alors là aussi, il y a des critiques sur cette méthode par sondage. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est déjà compliqué. Ensuite, on peut quand même estimer qu'on est aujourd'hui dans une société qui est plus tolérante qu'il y a quelques décennies en arrière. Alors, cette augmentation globale de la tolérance, elle n'empêche pas évidemment des sentiments racistes, des actes racistes. Voilà, donc pas d'optimisme outre mesure. Hein. Et puis aussi, il faut rajouter qu'on observe une permanence des stéréotypes dans notre société. Existe-t-il de nouvelles formes de racisme ? Alors, en fait, il y a différentes catégories qui sont racialisées ou racisées. Et ces catégories, elles varient selon le contexte, selon la société dans laquelle on vit. Et alors, pour prendre un exemple concret, parler du racisme d'aujourd'hui, eh bien, on a vu apparaître à côté des catégories maghrébins, à côté des catégories noires, qui sont en fait des catégories anciennes, issues de notre histoire coloniale, eh bien, on a vu plus récemment arriver cette catégorie musulmans. Et là aussi, les différentes enquêtes dont on dispose nous montrent qu'il y a aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, un racisme plus spécifique lié à la religion musulmane et lié à ceux qui les pratiquent. Donc voilà ce qu'on pourrait appeler une nouvelle forme de racisme, en tous les cas une nouvelle catégorie qui apparaît. Et puis il faut citer une autre catégorie qui est beaucoup moins médiatisée et pourtant qui semble être la plus stigmatisée, ce sont les Roms. Voilà. Donc il y a aussi une catégorie assez arbitraire, comme toutes les catégories, qui rassemble des personnes qui ont des histoires et des origines différentes, qui a fait irruption dans la sphère médiatique et politique il y a quelques décennies. Et les enquêtes dont on dispose sur les Roms, notamment celle de la CNCDH, montrent que c'est la catégorie la plus stigmatisée, la plus victime de racisme aujourd'hui. En quoi le racisme est-il un frein pour la cohésion sociale ? Alors, le racisme, évidemment, ça entrave les relations sociales harmonieuses qu'on voudrait dans une société, puisque les victimes sont dans des états de souffrance, elles sont en lutte à des discriminations. Voilà, donc pour les victimes du racisme, il est
difficile de faire face à cette souffrance au quotidien et à ces injustices. Et voilà, donc là on a des enquêtes en psychologie sociale qui nous montrent que quand une victime un individu doit faire face à un stigmate, eh bien, il a plusieurs moyens de réagir. Soit il accepte le stigmate et il vit donc de manière très inconfortable et dans la souffrance, soit il retourne le stigmate et il essaye de valoriser son identité qu'on lui a assignée, qu'on lui a attribuée. Donc on voit bien comment ça fonctionne aujourd'hui, notamment dans les cours de récréation. Ces catégories qui sont parfois assez anciennes, qui viennent de la société qui entoure les enfants, la société dans laquelle ils vivent, et bien ils se les approprient. Eh bien oui, puisqu'on me traite d'arabe, eh bien oui, je suis arabe, et puisque je suis victime de racisme et de discrimination, eh bien je vais retourner le stigmate et dire je suis fière d'être arabe. Une identité qui va se bricoler à partir de fondements culturels assez distants, assez faibles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être arabe pour un enfant qui est élevé en France et qui a des rapports assez lointains avec le pays d'origine de ses parents, grands-parents parfois, etc. Bref, tout cela pour dire que l'individu confronté aux discriminations et au racisme se bricole une identité et en but à l'hostilité du groupe majoritaire, eh bien, il peut en venir à lui-même ériger des frontières, non seulement valoriser sa catégorie, mais aller plus loin et ériger des frontières et parfois en rejeter les autres. Voilà, donc derrière ces phénomènes-là, on voit bien que ça peut se retourner de cette manière-là et contribuer encore plus à entraver la cohésion sociale. Et oui, le son et l'image étaient mauvais, mais néanmoins, ce qu'elle avait à nous dire était fort intéressant. C'est pour ça qu'on a quand même décidé de garder son interview, de la diffuser ce soir. Sachez qu'on va la refaire, on va la réinterviewer avec une meilleure qualité de son et d'image, qu'elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube fin avril, et que ce petit bout d'interview-là qu'on a, on ne le passera pas directement. Celle-ci, vous ne la retrouverez pas, mais vous la retrouvez fin avril. Et du coup, j'en profite aussi pour... zut, là, peut-être, je sais pas. Il y a l'INSA mais c'est pas c'est pas une édition INSA. Pour vous présenter un ouvrage qu'elle a coécrit et qui s'appelle On vient vraiment tous d'Afrique, et qui fera l'objet aussi d'un vendredi lecture, mais pas tout de suite. Donc j'en dis pas plus. Karine, maintenant, qui est notre deuxième intervenant ou intervenante ? Alors, c'est un intervenant de bonne qualité, puisque nous avons une interview, donc nous avons pu le rencontrer. Il a accepté donc de faire une interview avec nous. Stéphane Beau, donc oui, qui est sociologue à l'université de Poitiers, et il vient de publier un livre, La France des Belloumi, qui s'intéresse justement à ces jeunes issus de l'immigration. Son enquête retrace le destin de 8 enfants, 5 filles et 3 garçons, donc d'une même famille algérienne, installés en France donc depuis 1977, et donc il étudie leur parcours scolaire, professionnel, matrimoniaux. Et donc c'est à partir de cette enquête que nous lui avons posé 2 questions sur justement les éléments favorisant l'intégration en France. Je ne vous en dis pas plus. Stéphane Beau. Bonjour Stéphane Beau. Bonjour. À partir de vos recherches, vos travaux, quels sont les principaux facteurs favorisant l'intégration et le sentiment d'appartenance à la société française ? Alors, déjà, peut-être dire que quand on pose cette question-là, on présuppose qu'il s'agit, bien sûr, le mot d'intégration en France est connoté. Et quand on parle d'intégration, c'est bien sûr essentiellement des enfants d'immigrés. C'est un terme qui est apparu, on pourrait dire, il y a une trentaine d'années. Donc déjà, ne serait-ce que l'apparition du mot intégration et sous-entendu des enfants d'immigrés et sous-entendu des enfants d'immigrés maghrébins, c'était comme ça que le problème a été posé. Ça indique, on pourrait dire, quasiment déjà les sources du problème. Entre guillemets, pour moi, l'essentiel de l'intégration, ça passe par 2 institutions centrales, et ça a été dit par Noiriel, l'historien, par Dominique Schnapper, la sociologue, bien sûr, c'est la question de l'école et du travail. Puisque l'intégration,
c'est ce qu'on oublie trop souvent, elle se fait naturellement pour les enfants d'immigrés. Elle passe par l'acquisition de la langue française, ensuite elle passe par la fréquentation de différents amis, de groupes d'amis à l'école, dans le sport, dans les activités culturelles et autres, et bien sûr leur long passage par l'école. Et ensuite, l'intégration, le cap d'intégration, à mon avis, le plus important, le essentiel, qui intéressera bien sûr tous les syndicalistes de la France, c'est le travail. C'est l'insertion professionnelle. Je pense que c'est là que, bien évidemment, il faut le plus réfléchir, le plus insister sur cette question-là. Tout passe par le travail. Et justement, quand on dit aujourd'hui problème d'intégration, on a tendance à culturaliser le problème, à renvoyer ça à des origines nationales, voire à des cultures anthropologiques. Moi, je pense qu'il faut essentiellement évoquer la question de comment on s'intègre, comment on prend ou non un travail. Et comment aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, les difficultés d'insertion professionnelle se concentrent sur ceux qui ont peu de diplômes. Et en fait, le parallélisme se fait assez facilement. Ceux qui ont peu de diplômes en France, ce sont ceux qui sont issus de familles dites socialement défavorisées, essentiellement de milieux populaires, et notamment de milieux immigrés ayant grandi dans les cités HLM. Donc, une fois qu'on a... voilà, le diagnostic, il est assez simple, il est de ce type-là. En revanche, effectivement, les mesures pour lutter, pour faire en sorte que cette intégration se fasse, sont des mesures qui sont, je dirais, coûteuses, il faut un certain courage aujourd'hui pour les prendre, et il faut bien évidemment, c'est un de mes chevaux de bataille, si on peut dire, il faut reconsidérer cette question-là en considérant que c'est central, c'est prioritaire. On ne peut pas laisser sur le bord du chemin, on ne peut pas laisser au bord de la route un tas d'enfants de notre pays qui sont passés à côté, qui n'ont pas réussi à entrer dans la voie scolaire la plus légitime et qui se sentent rejetés, et qui sont objectivement rejetés, et il faut aller les chercher, entre guillemets. Toutes les questions, bien sûr, on verra tout à l'heure, les questions centrales d'éducation populaire, parce que bien évidemment, ils ont, pour pas mal d'entre eux, ils ou elles, mais c'est surtout ils, pour les garçons, ont eu des parcours scolaires qui ne sont pas de réussite tous, et ils se sentent à l'écart, et bien sûr, après, ils vont développer des attitudes, des comportements qui peuvent apparaître comme étant difficile entre guillemets, et notamment faisant obstacle à leur obtention d'un emploi. Comment associations sportives, éducation populaire, partis politiques, syndicats jouent-ils un rôle dans la construction de ce sentiment d'appartenance ? Comment? Je dirais d'abord qu'il joue un rôle central. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différentes manières d'appartenir à une société. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la manière centrale, il y a bien sûr le travail, mais encore faut-il obtenir un emploi stable. Et bien évidemment, le centre, on pourrait dire, de la vie sociale, c'est comment obtenir des formes de reconnaissance dans la société, dans sa famille, parmi ses amis, parmi ses pairs. Et cette quête de reconnaissance, elle parcourt, elle travaille, on pourrait dire, tous les individus, les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes, mais les jeunes, bien évidemment, c'est central. Donc, bien évidemment, la voie légitime, la voie la plus classique, c'est celle qui passe par ce doublet, si on peut dire, l'école puis le travail, mais partie des jeunes, notamment, n'obtiennent pas forcément facilement de résultats dans ce domaine. Donc il faut bien trouver des formes de valorisation. Et donc c'est ça qui est important, notamment dans le sport. Il se trouve que j'ai travaillé assez longuement sur la question du football, non pas uniquement parce que je suis un ancien pratiquant, mais parce que je pense que le sport, mais le foot, mais aussi d'autres sports, sont des vecteurs très importants d'intégration sociale, parce qu'à travers le sport, premièrement, vous apprenez des règles de vie, des disciplines, vous apprenez des consignes de coach, vous faites engueuler, et vous vous fortifiez, si l'on peut dire, à travers une activité qui est votre activité souvent de passion, et vous grandissez de cette manière. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les trajectoires de footballeurs, c'est très, très frappant de voir à quel point le football les a sauvés. Alors bien sûr, dans le milieu intellectuel, on tend à considérer que c'est plutôt un pis-aller, mais moi je pense que le sport en général, c'est un facteur effectivement d'émancipation et de grandissement social. Autre aspect, bien sûr, le syndicat, tout ce qui est de la vie collective, parce qu'en fait l'enjeu de tout ça, c'est sortir de sa bulle d'individus autocentrés et apprendre à jouer collectif, apprendre à vivre dans un collectif. Et aujourd'hui, on le sait très bien, notamment à cause de ces instruments diaboliques que sont les smartphones et toute la nouvelle technologie qui individualise des pratiques, on sait très bien dans les classes des professeurs de ça, mais aussi tous les gens qui s'intéressent au collectif, qu'il est de plus en plus difficile de créer et de constituer du collectif parce que chacun d'entre nous est prisonnier de sa petite bulle que les nouvelles technologies ont construite, entre guillemets. Donc, bien évidemment, tout ce qui est des lieux de débat, des lieux de rencontre, des lieux pas d'intégration, des lieux de contact prolongé, permettent aux individus de, comme disait notre maître Durkheim, sortir de soi.
Et sortir de soi, ça se fait souvent par le contact avec les autres. Et c'est cette expérience qui est souvent d'ailleurs assez fondatrice. Je prendrais comme exemple, quand je faisais ma thèse à Sochaux, enfin avec Michel Pialou, j'avais souvent été frappé par l'importance justement de l'intégration par les syndicats dans le milieu ouvrier. Parce que qu'est-ce que disaient les délégués syndicaux? Eh bien, ils apprenaient aux jeunes le métier. Ils apprenaient aux jeunes, voilà comment on se comporte au travail, quelles sont les règles officielles, mais des règles aussi officieuses, celles qui font qu'on est un bon camarade ou pas. Et ça, c'est très important, bien sûr, d'apprendre les ficelles du métier. Le travail, c'est pas uniquement les règles prescrites, ce sont aussi un tas d'habitudes sociales que seul le collectif permet de construire. Merci. Et nous revoilà. Donc merci à Stéphane Beau. Donc la France des Belloumi, donc prochain vendredi lecture. Ce vendredi, nous en parlons justement, enfin il nous en parlera justement en 2 minutes, comme d'habitude sur nos vendredis lecture que vous pouvez retrouver bien sûr. Où ça, Karine? Eh ben, sur notre chaîne YouTube, Vendredi lecture, INSA Éducation, secteur société. Voilà, c'est tout simple. Alors donc si l'interview de Stéphane Beau nous prouve que l'intégration peut être une réussite, nous savons qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent malheureusement mettre à mal le tissu social. Laurent Bonilly est maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Ouest, Nanterre-La Défense. Nous l'avons déjà interviewé donc pour un vendredi lecture, voilà, la fabrique de la radicalité. Et justement, dans cet ouvrage, il s'est penché sur le parcours de 133 mineurs poursuivis pour des affaires de terrorisme et ou signalés pour radicalisation par la justice des mineurs. Radicalisation, une véritable fracture dans la société française. Il nous en parle. Bonjour. Cet ouvrage repose donc sur une enquête que j'ai menée avec Fabien Carrier qui porte sur les dossiers de 133 mineurs poursuivis pour des affaires de terrorisme et ou signalés par radicalisation par la justice des mineurs. Donc la manière dont on rencontre la fraternité dans cette enquête, c'est notamment pour ceux qui se sont engagés le plus fermement finalement dans le djihadisme, est lié assez largement à leur trajectoire familiale et scolaire. Donc ce sont des jeunes qui sont des bons élèves, qui ont été très largement poussés par leurs parents scolairement, des parents qui souvent les ont coupés des sociabilités de quartier, des quartiers populaires dans lesquels ils vivent, et qui accèdent de ce fait à la scolarité de généralistes, on pourrait dire, très souvent dans des lycées de centre-ville, des petites villes dans lesquelles ils vivent. Et là, très certainement, c'est un choc, à la fois parce que ils sont confrontés à des exigences scolaires différentes, dans un premier point, et puis surtout des groupes sociaux. Ils sont moins coutumiers, mieux préparés qu'eux à la compétition scolaire, et donc ils vont vivre dans ce processus-là des formes de racisme social, qui va très largement les isoler. Ces gamins qui étaient très ajustés scolairement vont se retrouver plus à leur place, comme le disent certains d'entre eux. Et dans ce mouvement qui est sans doute très fréquent et qui provoque très certainement des tentatives de suicide, des dépressions, des anorexies pour beaucoup de gens, ceux que l'on a pu étudier dans l'enquête vont contrebalancer finalement ce sentiment d'isolement par la reconstruction d'une solidarité avec des gens qui partagent des expériences similaires aux leurs. L'une d'entre elles, dans l'enquête, le dit très bien, elle dit « j'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi ». Et c'est intéressant parce qu'au fond, si vous rencontrez des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, vous échappez finalement à cet caractère individuel, de souffrance individuelle. C'est le début d'une prise de conscience. Et on va voir très nettement dans l'enquête comment progressivement ces jeunes vont, alors parfois sur internet, parfois sur les quartiers, il ne faut pas opposer les deux, vont progressivement rencontrer des gens qui ont la même expérience, partager de plus en plus de choses, et comment vont se former des petites communautés de plus en plus soudées, de plus en plus cohérentes idéologiquement. Alors l'une d'entre elles elle dit j'ai arrêté de parler à des gens qui ne pensaient plus comme moi, et on va voir graduellement se fabriquer des formes de solidarité extrêmement fortes. L'une le dit j'ai trouvé des autres moi, le terme j'ai trouvé une nouvelle famille revient de manière très nette. Ce qui est un mécanisme très classique finalement dans la dynamique de la violence politique. On se rend compte, vous voyez, les groupes qui passent à la violence politique passent à peu près tous par ces phases dans lequel, vous voyez, se constitue un groupe cohérent, dans lequel les plus mous, les plus modérés s'en sont allés, mais en revanche, ceux qui restent, expérimentent des relations de fraternité, de loyauté, d'amitié, parfois d'amour, qui donnent une cohérence parfaite à ce groupe.
Et ce qui est tout à fait important, c'est que très souvent, c'est ensuite dans les concurrences internes à ce groupe, dans les multiples manières qu'il faut pour tenir sa place, hein, dans des groupes qui se paient de radicalité, il faut montrer qu'on n'est pas en retard, qu'on n'est pas en retrait. C'est très souvent dans ces dynamiques internes au groupe qu'ensuite vont se passer des montées en radicalité et des passages à l'acte qui peuvent aller très loin, puisque pour certains d'entre eux, ça va les amener en Syrie, et pour d'autres, ça les amènera à tenter de commettre des attentats sur le territoire national. Sans doute l'un des résultats étonnants finalement de l'enquête, c'était donc de s'apercevoir qu'un grand nombre de comportements au fond n'avaient guère de lien avec un projet idéologique djihadiste, comme l'avaient un certain nombre de jeunes qu'on a pu étudier. Au fond, l'essentiel de ces comportements sont très largement liés à des comportements de provocation. C'est-à-dire qu'on a toute une série de jeunes qui sont très institutionnalisés, c'est-à-dire très souvent qui sont bien connus des services sociaux, bien connus des services de police, c'est-à-dire qui sont connus, je veux dire, des institutions depuis le plus jeune âge. Mais évidemment, être connu des institutions, ça veut dire qu'on les connaît bien aussi. Et bien les connaître, ça veut dire aussi qu'on sait ce qui les met en difficulté. Et on s'est rendu compte que pour un grand nombre d'entre eux, ils avaient compris que dans le contexte actuel, effectivement, le registre djihadiste était l'une des manières très efficaces pour déstabiliser les institutions auxquelles ils étaient confrontés. C'est particulièrement vrai à l'école, dans le contexte, par exemple, d'une injonction institutionnelle de solidarité avec les victimes, les minutes de silence, ce genre de choses. Et bien, évidemment, on met un peu sur un plateau à les mauvais élèves la possibilité de perturber de manière très sérieuse à la fois l'institution et la communauté des bons élèves, c'est-à-dire au fond tous ceux qu'ils considèrent qu'ils les rejettent. C'est vrai également dans le monde judiciaire. Pour les mesures judiciaires, on retrouve toute une série de choses. Or, une des grandes difficultés de cela, c'est que dans un contexte qui est marqué en toile de fond par des attentats, il y a une terreur finalement des institutions de dire, et au fond, si c'était la première manifestation de quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est évidemment, on ne peut jamais écarter cette hypothèse-là. Néanmoins, je dirais là-dessus, je crois que l'enquête est assez parlante, c'est quelque chose qui est extrêmement rare, et l'immense majorité de ces comportements n'ont pour logique qu'une logique de provocation. Or, je crois que là, on touche à quelque chose d'important. Car si ces logiques ont pour objectif de faire réagir les institutions, plus les institutions réagissent, plus elles vont conforter ces comportements dans leur bien fondé. Si on voit que ça marche, évidemment, ça va se multiplier. Et donc, plus on va démultiplier les signalements, plus on va démultiplier finalement les catégories, et plus on va rendre ce problème important. Et je crois que là, on a sans doute une clé de politique publique. Il y a eu des exemples en Allemagne, par exemple, où des jeunes se saisissaient du nazisme de la même manière pour provoquer l'institution. Or, l'expérience allemande est assez parlante sur ce sujet, puisque, au fond, qu'est-ce qu'on voit? Les endroits où les établissements ont mené de la désescalade, c'est-à-dire en remettant finalement ces comportements pour ce qu'ils sont, dans ce qu'ils sont, je dirais, ces comportements ont décliné, voire disparu. Là où les institutions ont surréagi, au contraire, elles se sont retrouvées avec une amplification de ce problème. Et ça, je crois que c'est une vraie question, dans la mesure où on ne doit pas oublier que l'assignation par les institutions d'identité a des effets sur les jeunes sur lesquels on parle. Ce n'est pas la même chose d'être poursuivi pour une apologie du terrorisme ou pour un outrage, par exemple. L'étiquette qui est afférente à ce type de condamnation a des effets, effectivement, sur les mineurs sur lesquels on parle. Être considéré comme un terroriste, avec des guillemets, dans un établissement scolaire, ce n'est pas neutre. Et je pense qu'en tout cas, comme agent institutionnel, on a toujours intérêt à réfléchir aux mesures que l'on prend pour s'assurer qu'elles n'aggravent pas la situation qu'elles sont censées combattre. Et voilà, très intéressante interview. Et on le voit donc, effectivement, avec cet exemple, que renforcer le tissu social avec la fraternité, c'est quelque chose qui n'est pas évident. D'autant que de plus en plus dans la société française, il y a des fractures, il y a des exclusions, il y a des phénomènes d'exclusion. Et c'est pourquoi nous avons interrogé une quatrième intervenante, Valérie Higounet. Exactement, Valérie Higounet est historienne, pardon, elle a un petit blanc. Elle est historienne, spécialiste de l'extrême droite, et on lui a posé plusieurs questions. La première, on a cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait de commun entre le négationnisme, l'antisémitisme et la théorie du complot. Comment les thèses négationnistes se sont répandues et comment est-ce qu'elles sont diffusées aujourd'hui? Et deuxième question, comment est-ce que nous, en tant qu'éducateurs ou généralement en tant que citoyens, on peut prouver, convaincre que ces discours sont faux? Et donc maintenant, l'interview de Valérie Higounet.
Négationnisme, antisémitisme et théorie du complot ont-ils quelque chose de commun? Oui, ils ont quelque chose de commun qui repose sur un des pivots de l'antisémitisme, c'est-à-dire cette croyance dans un mythe d'un complottionniste mondial. C'est-à-dire, il y aurait donc une sorte de conspiration juive à l'échelle du monde qui serait là, qui existerait, qui serait là pour nous dominer et justement pour saper certaines autres populations. Comment les thèses négationnistes se sont répandues et comment elles se diffusent aujourd'hui? Alors comment les thèses négationnistes se diffusent aujourd'hui? Par un canal qui est prépondérant, c'est Internet. C'est-à-dire que si on tape par exemple chambre à gaz, je pense que parmi les premières occurrences, on peut tomber sur des hommes et des femmes qui diffusent ces thèses, mais aussi sur ces thèses. Alors c'est vrai que on peut presque parler de révolution évidemment numérique dans le sens où non seulement ces thèses se diffusent à une vitesse considérable, elles passent les frontières, mais en plus elles sont relayées. Donc vous voyez, il y a cette facilité, mais aussi il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que comment on faisait avant pour se renseigner sur ces thèses? Qu'est-ce qui se passait? Moi qui suis une chercheuse, comment je faisais pour travailler avant qu'Internet n'apparaisse? Eh ben, j'allais par exemple dans les librairies néo-nazis à Paris, ou j'allais aussi à la Vieille Taupe, j'allais voir ces négationnistes pour les entendre, pour les enregistrer, etc. Aujourd'hui, on n'en a plus du tout besoin, mais bien avant aussi que je travaille, que d'autres travaillent sur le négationnisme, comment on faisait? Eh ben, c'était des revues, par exemple, qui diffusaient ça. C'était aussi au sein, j'allais dire, de conférences très privées, des cercles privés. Donc, Internet a indéniablement accéléré la diffusion du négationnisme, a aussi bravé l'interdit, les gars, parce qu'on peut aujourd'hui, malgré la loi Guesso, se connecter sur tout ça. Mais il faut savoir aussi qu'avant, même si c'était à un niveau moindre, le négationnisme n'avait pas besoin d'Internet pour se diffuser. Il y avait quoi? Il y avait des revues. Il y avait des conférences, c'est des hommes tutélaires qui, au fur et à mesure, c'était des propagandistes. Moi, je pense par exemple à François Duprat, qui était un des idéologues du FN. C'était quelqu'un qui diffusait cette bonne parole à l'oral, mais aussi par le biais de tracts, mais comme tous, Maurice Bardèche, des bouquins, etc. Comment prouver, convaincre que ces discours sont faux? Alors j'allais dire, avant de répondre, déjà, à qui convaincre et comment prouver. Il faut bien voir que là on ne s'adresse pas aux négationnistes. On s'adresse à des personnes qui pourraient être tentées par cette propagande antisémite. Et ça c'est fondamental parce que, à mon sens en tout cas, on ne peut pas convaincre un négationniste parce qu'on n'a pas du tout la même méthode de travail, on n'a pas d'idéologie, nous, derrière nos recherches. Donc ça c'est la première chose. J'allais dire que c'est justement assez simple de déconstruire une propagande comme le négationnisme, c'est-à-dire qu'on va déjà montrer qu'il y a une sélection de documents. Donc on va déjà dire que c'est une méthode ascientifique qui contrecarre totalement les critères que nous avons pour chercher. Donc montrer sur quel corpus il faut s'appuyer quand on travaille sur l'historiographie de la Shoah. Il y a un corpus considérable, des historiens brillants, etc. La recherche est totalement... Il n'y a pas de souci là-dessus. Montrer aussi, décortiquer et décrypter cette propagande négationniste. Comment s'y prennent-ils, eux? Pourquoi ils sélectionnent certains documents? Pourquoi ils falsifient certaines choses? Falsifier ne veut pas dire qu'ils vont crayonner des archives, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a une falsification derrière leur œuvre de propagande, mais aussi tout simplement expliquer donc cette méthode de travail qu'ils revendiquent, qui est totalement, comme je disais tout à l'heure, idéologique. Eux, c'est assez simple, ils vont partir d'un postulat, c'est-à-dire les chambres à gaz n'ont jamais exterminé les juifs et par extension les juifs veulent imposer un complot. Ils ont créé, grâce à ce mensonge, un État qui s'appelle Israël. C'est à peu près ça en quelques mots la théorie des négationnistes. Et donc à partir de cette évidence pour eux, ils vont faire parler quelques documents qu'ils ont sélectionnés et quelques témoins qu'ils ont aussi sélectionnés, et j'allais dire évidemment, ce sont des témoins négationnistes, on va dire, un témoin avec un gros guillemet, et voilà.
Donc, on va bien expliquer aussi que la méthode de la recherche historique, ce n'est pas ça du tout. C'est prendre un ensemble de documents, qui soient des documents écrits, des sources aussi qui concernent l'époque, mais aussi des témoignages oraux. On en a moult et moult et moult, et faire parler ces documents, les confronter, etc., et établir une histoire. Cette histoire, je vous l'ai dit, elle est déjà établie, mais montrer justement, non pas ce décalage, mais cette béance qu'il existe donc entre ce travail, on va dire, des négationnistes et notre travail à nous, historiens. Agir, voilà, agir pour une meilleure école. Voilà, agir avec vous pour une meilleure école. Donc le 27 mars, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, exactement. Je ne l'ai plus en tête, j'ai un oubli terrible. Voilà, c'est à midi, mais vous trouverez les informations soit sur le site de l'UNSA Éducation, soit sur le site de l'UNSA Fonction Publique. Quant au 30 mars, rendez-vous place du Panthéon à 14h. C'est un samedi, il fera beau partout en France. Donc il y a des rendez-vous dans différents départements et il y a un rendez-vous également à Paris. On compte sur vous parce qu'il a souvent été évoqué que justement l'école avait un rôle très important pour ressouder, renforcer le tissu social grâce à la fraternité et grâce à tout un tas d'autres choses. Mais justement, qu'est-ce qu'on va aborder la fois prochaine et quand peut-être déjà? Le 16 avril, on se retrouve le 16 avril pour parler d'une question essentielle aussi et qui nous tient à cœur à l'UNSA Éducation, c'est la question des femmes et de la fraternité. Et rendez-vous aussi vendredi pour le vendredi lecture de Stéphane Beau sur son dernier livre, La France des Bulimi, qui est un excellent livre à lire, on vous le conseille. Donc, à très bientôt. Au vendredi lecture et au 16 avril, et puis au 27 et au 30, et puis voilà. On dédicace. On dédicace des photos. On dédicace des photos le 27 et le 30. À bientôt. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.